Le week-end dernier s'est déroulé le Grand Prix d'Allemagne, la 7e manche du championnat du monde de MotoGP 2023. On en fait le débrief aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est parti. On démarre avec le classement de la course. Jorge Martin qui s'est imposé devant Francesco Bagnaia après une très jolie bataille. Johann Zarco monte sur son 3e podium d'affilée. Marco Bezzecchi devance Luca Marini pour un quintuplé Ducati. Jack Miller est le seul pilote hors Ducati dans le top 9. Alex Marquez est 7e devant Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio et l'Aprilia de Miguel Oliveira dans le top 10. Le Martinator, comme on le surnomme, a frappé fort ce week-end. Jorge Martin partait 6e et pourtant ça ne l'a pas empêché de faire 2 remontées, une en sprint et une en course principale. L'Espagnol, il remporte tout simplement les 2 courses, il empoche 37 points sur 37, bref, il a fait le jackpot. Au championnat, Martin fait une excellente opération parce que du coup il reprend 8 points au leader du championnat Francesco Bagnaia et il dépasse Marco Bezzecchi au championnat. Il est donc le nouveau dauphin de l'Italien. Et de quelle manière, parce qu'en course sprint, autant il a tracé et il a dépassé assez rapidement tous ses concurrents pour creuser une belle avance qu'il gardera jusqu'au drapeau à damier, autant en course principale, c'était pas facile du tout. Il y a eu une rude bataille avec Francesco Bagnaia puisque l'Espagnol avait pris la tête de la course avant de la perdre au profit de Pecco. Mais ensuite, il s'est bataillé, il est resté aux côtés de Francesco Bagnaia avant de le redépasser. Mais après, c'est pas pour ça qu'il a creusé l'écart. Il était juste devant Francesco Bagnaia qui a tenté de le dépasser à certains endroits. Mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, les deux hommes se sont même touchés à un moment dans le dernier virage avant d'entamer le dernier tour. Mais ça n'a pas perturbé Jorge Martin pour aller remporter sa 2e victoire en MotoGP, la première depuis le Grand Prix d'Autriche en 2021. Ça fait près de 2 ans que Martin n'avait plus gagné. Ce que je remarque et ce qu'on remarque, je pense, c'est que Jorge Martin, il a vraiment changé par rapport à l'année dernière où il était plus ou moins en tête des courses, mais il n'arrivait pas à terminer les courses ou alors il n'était pas régulier, il terminait un petit peu plus bas, il n'arrivait pas à tenir la distance entière de la course. Là, cette année, eh bien Martin, il joue toujours les premiers rôles. Ça fait 3 podiums d'affilée. Et puis, plus globalement, l'équipe Pramac fait vraiment un travail extraordinaire parce que pour la 3e course d'affilée, eh bien les 2 motos sont sur le podium. C'est juste excellent. Et en plus, ils sont leaders du championnat des équipes devant le team VR46 et le team officiel. Vous pourrez voir le classement du championnat à la fin de la vidéo. Pour revenir à Jorge Martin, lui qui avait dit qu'il allait se battre pour le titre en 2022, eh bien c'était une annonce un petit peu à retardement parce que du coup ça va peut-être être en 2023 son année de gloire. Et il essaye, mine de rien, de faire un petit peu regretter la décision de Ducati d'avoir pris Enea Bastianini à la place de Jorge Martin pour remplacer Jack Miller. Mais tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Jorge Martin est sur une super dynamique qui pourrait bien continuer la semaine prochaine pour le Grand Prix des Pays-Bas. Et ouais, on enchaîne les Grands Prix. Bref, Jorge, il régale et hâte de voir ce qu'il va nous donner la semaine prochaine. Pour Francesco Bagnaia, c'est encore un week-end très solide de la part de l'Italien, mais cette fois-ci, il était battable. Et d'ailleurs, il s'est fait battre les 2 courses. Il était toujours là, toujours aux avant-postes. En plus, il n'est pas tombé, donc il inscrit des gros points. Ça, c'est bien. C'est chose qu'il faisait une fois sur 2 depuis le début de la saison. Et cette fois-ci, il n'était pas leader de la course, mais il a quand même scoré des points. Donc ça, c'est très positif. Il termine 2e de la course sprint, 2e de la course principale, mais c'était limite. Alors autant en course principale, il n'y avait personne derrière, Zarco qui était 3e, était bien loin, c'était vraiment une bataille entre Martin et Bagnaia, jolie bataille je le répète, mais en course sprint, il a eu un petit peu plus de mal. Jack Miller qui a fini 3e, n'était pas si loin de l'Italien, et Jorge Martin, lui, il a tracé, il n'y avait pas de victoire possible pour Bagnaia le samedi. On dit souvent de Pecco Bagnaia qu'il ne tient pas vraiment la pression quand il se bat aux avant-postes. Et bien là, ce week-end, il a un petit peu fait taire les critiques, entre guillemets. Et là, il s'est battu aux avant-postes hier. Et puis, ça a tenu tout le temps. Et d'ailleurs, cette saison, je crois que c'est la première course que Francesco Bagnaia termine, mais ne gagne pas.
Et oui, depuis le début de la saison, c'était il chute ou il gagne. Là, c'était pas le cas. Le week-end parfait de Rory Martin fait chuter un petit peu son avance au championnat, qui était plus d'une vingtaine de points à 16 points maintenant. Ça reste encore gérable, mais attention, il ne faut pas chuter. Mais bon, si Francesco Bagnaia nous fait des week-ends comme ça à chaque fois, on pourra dire que c'est une saison réussite. Il y en a un qui régale, course après course, encore une fois. Johann Zarco, 4e podium de la saison. C'est juste formidable, c'est son 3e podium d'affilée. Non, franchement, rien à dire. Mais malheureusement, en fait, c'est toujours les mêmes courses. Sauf peut-être en Italie où c'était un peu différent, mais en général, c'est toujours la même course. Johann Zarco, il se rate à chaque fois sur les départs, c'est son gros point faible. À Johann, il a encore perdu 4 places au départ. Donc, il était placé 4e, donc s'il prenait un bon départ, franchement, il pouvait jouer la gagne, je pense, ou en tout cas pas loin. Mais il a encore perdu des places, comme d'habitude. En course sprint aussi, je crois qu'il avait perdu quelques positions, mais il était remonté 5e, donc là encore, il avait fait une belle remontée. Et justement, comme d'habitude, en fin de course, au milieu de course plutôt, Johann Zarco reprend de la performance et il fait des remontées extraordinaires. Mais voilà, s'il ratait pas ses départs, Zarco, il pourrait jouer la gagne quasiment chaque week-end finalement. Il est pas si loin que ça. Là, il finit, je crois, à 4-5 secondes du duo Martin-Bagnaia. Mais ces 4 et 5 secondes, il a perdu dans le peloton. Quand il a dû remonter tous les pilotes un à un, surtout derrière les KTM, il a un petit peu eu de mal derrière Brad Binder. Il a dû attendre que le Sud-Africain chute pour pouvoir prendre cette 3e position, qu'il n'a pas eu à dépasser même. Mais bon, voilà. Mine de rien, ça fait un nouveau podium pour Johann Zarco qui remonte au 4e rang du championnat du monde. C'est génial. Ça fait encore un podium de plus pour Pramac qui fait vraiment des week-ends excellents depuis 3-4 courses, voire même depuis le début de la saison. Ils sont vraiment bons. Johann Zarco, voilà, ses plus gros défauts, c'est le début de course et le départ. S'il commence à faire des bons départs, s'il a un rythme correct en début de course, là, je pense que Zarco, il peut aller gagner sa première victoire en MotoGP. Franchement, il est pas si loin. Il est pas si loin que ça. Mais bon, voilà, ce week-end, encore une fois, il est 3e. 19e podium en MotoGP, si je ne me trompe pas. Toujours pas de victoire. Mais bon, normalement, ça devrait venir. J'espère. On dit ça chaque week-end, mais bon, bref. En tout cas, ça fait plaisir de voir toujours un Français performant en haut de la grille. Parce que pour Fabio, c'est complètement autre chose et on en parlera un petit peu plus tard. Un petit mot également sur la performance et le week-end de Marco Bezzecchi. Il est toujours devant, mais on ne parle pas vraiment beaucoup de lui. Ça fait 2 débriefs, je crois, que je parle plus vraiment de lui. Le dernier, c'était le Grand Prix de France, donc je n'ai pas parlé de lui en Italie, malgré qu'il ait marqué des points quand même. Là, il s'était qualifié 5e, il finit 7e de la course sprint, un petit peu plus compliqué. Mais en course principale, il a fait lui aussi une belle remontée. Il avait perdu des positions au départ, si je ne me trompe pas. Il a fait une belle remontée. Il termine 4e. J'ai même cru qu'il allait prendre le podium à Zarco en fin de course. Il a remonté un petit peu, mais au final, non. Mais bon, mine de rien, Marco Bezzecchi est toujours là. Et ça me fait penser un petit peu au début de saison 2022 d'Enea Bastianini qui gagnait toutes les 3 courses, je crois. Et entre les 3 courses, c'était des résultats en milieu de peloton. Il ne faisait pas de podium vraiment. Là, c'est un petit peu le cas de Marco Bezzecchi. Il est là, mais pas tout en haut de la grille. Mais bon, il est toujours là. Et au final, il est 3e du championnat toujours. Même s'il était dauphin de Francesco Bagnaia et qu'il perd encore pas mal de points, une petite poignée de points sur Francesco Bagnaia, il est toujours là, il est toujours sur le podium du championnat. Donc finalement, c'est un week-end pas trop mauvais, voire même assez bon. Bon, un petit mot sur KTM, toujours la deuxième force du plateau. C'était pas simple ce week-end, mais bon, elles ont toujours résisté au Ducati, à l'armada Ducati, les 8 Ducati dans le top 9, et le seul qui n'est pas Ducati dans le top 9, c'est Jack Miller, qui finit 6e de la course, après être monté sur le podium de la course sprint. En plus, il partait devant, il était 3e, je crois, sur la grille. Non, franchement, un très très bon week-end de la part de Jack Miller. C'est pas facile face au Ducati qui était vraiment exceptionnel sur ce tracé du Sachsenring. Donc franchement, bien.
Du côté de Brad Binder, lui aussi était pas mal, hein. En course sprint, il avait un petit peu de mal, mais en course principale, il était là, il était 3e avant de chuter. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Au moment où j'enregistre la vidéo, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Il a vraiment perdu le contrôle de sa moto en plein virage. Il n'a pas réussi à tourner et il a chuté. Bon, voilà, il aurait pu faire podium, c'est bien dommage. Mais bon, les KTM sont toujours là. Elles creusent l'écart pour la 2e place au championnat. De toute façon, le titre constructeur n'est pas envisageable. Ducati est beaucoup trop loin. Mais sur la 3e place d'Aprilia, qui est déjà en difficulté elle-même, franchement, KTM s'en sort vraiment bien. Donc encore un week-end où KTM s'est montré. Pas encore de victoire, mais ça ne saurait tarder avec un petit peu de chance, parce que les Ducati sont quand même un cran au-dessus. Elles sont surtout 8 face à 4 KTM. Du côté d'Aprilia, c'était un week-end extrêmement compliqué là aussi. La meilleure des Aprilia termine 10e. On va en revenir de Miguel Oliveira. Pour commencer, un petit peu un mot sur Aleix Espargaro qui se qualifie 9e. Bon, ça peut passer. En course sprint, il score 1 point avec la 9e position. En course principale, il part devant. Enfin, en tout cas, il prend un bon départ. Il avait des pneus différents des autres. Donc le départ était bien, mais ensuite il a complètement dégringolé jusqu'à terminer au pied des points. Il termine 16e sur 17. Le 17e, c'était Folger qui était à 30 secondes, donc autant dire qu'il termine dernier. Donc un petit peu compliqué la course d'Aleix Espargaro, lui qui reprenait un petit peu confiance ces derniers temps. Il faisait des résultats plutôt corrects. C'est un petit peu plus compliqué. Et puis du côté de Maverick Viñales, c'était un week-end noir, encore une fois. C'est vraiment très compliqué. L'Aprilia, elle a vraiment un gros problème de fiabilité depuis l'année dernière. On le voit. D'ailleurs, Aprilia a perdu la 2e place au constructeur l'année dernière sur des problèmes de fiabilité à Valence. Les 2 motos avaient eu des problèmes et du coup, Yamaha était repassé devant au championnat. Ça leur avait déjà fait défaut l'année dernière. Et puis sur cette même piste, Viñales avait connu également un problème technique avec son correcteur d'assiette l'année dernière en Allemagne. Là, cette année, c'est le moteur qui a explosé tout simplement pour l'Italien. Mais de toute manière, il se battait pour 3-4 petits points. Ouais, un week-end encore très compliqué. Il a été éliminé en Q1, Maverick Viñales. Les Grands Prix se suivent et se ressemblent. Malheureusement, le début de saison était plutôt correct, voire même très bon. Et là, depuis l'Italie, c'est un petit peu plus compliqué pour Maverick Viñales. Le seul pilote qui a fait un week-end correct pour Aprilia, c'est Miguel Oliveira sur l'Aprilia satellite de l'équipe RNF. Donc, ce n'est pas censé être le pilote le plus haut pour Aprilia. Normalement, ça devrait être les pilotes Aprilia officiels, Espargaro et Viñales. Mais non, Miguel Oliveira est à peu près à leur niveau, donc ça c'est bien, malgré pas mal de chutes cette année, pas mal de blessures qui ne sont même pas dues à son fait. C'est vraiment des chutes avec l'accident de Marquez puis de Quartararo qui l'a fait chuter. Donc vraiment compliqué. Et bien là, ce week-end, Miguel Oliveira partait 16e. La qualif n'a pas vraiment été très réussie, voire même pas réussie du tout. Il a fait une belle remontée, il grappille 6 places et au final, il termine dans le top 10. C'est surtout bien quand on voit qu'il y a 8 Ducati dans le top 10, qu'il n'y a qu'une KTM et donc lui qui sont dans le top 10. Donc ouais, ça fait peur à voir la domination Ducati, mais bref, pour Aprilia, le pilote qui a sauvé la marque italienne, c'est Miguel Oliveira en Allemagne. Quelle galère encore pour Fabio Quartararo. Et là pourtant le week-end commençait bien parce que Fabio Quartararo s'est qualifié enfin en Q2 directement avec un 6e chrono. Donc c'était plutôt encourageant pour la suite du week-end. Ensuite en qualification il faisait des temps plutôt corrects. Il jouait à peu près pour la 4e place. Mais bon, les derniers relais étaient pas bons. Les autres ont beaucoup amélioré, mais pas lui. Et à la fin des comptes, il est tout simplement dernier de la Q2. Il partira 12e donc de la course sprint et puis 11e du coup avec le forfait de Marc Marquez pour la course principale. Mais c'est encore dernier. Mais ceci dit, il était en Q2, ça c'est bien. Et en plus, il a mis une petite pilule à Franco Morbidelli. Donc ça c'était plutôt positif. Mais comme d'habitude, Fabio Quartararo manque encore de chance en course sprint.
là où Aleix Espargaro traverse la moitié de la piste pour aller presque, eh bien, même toucher tout simplement Enea Bastianini, qui lui, du coup, se décale, mais n'a pas le temps de voir ce qui se passe à côté. Donc, ça percute aussi Fabio Quartararo, qui perd beaucoup de place. Puis ensuite, on le sait, le plus gros défaut de la Yamaha, c'est quand il y a des pilotes devant, bah, c'est impossible à dépasser. Donc, Fabio est resté aux alentours de la 12-13e place, je ne sais plus exactement combien elle est finie, mais complètement hors des points, encore une fois. Et en course principale, par contre, là, il n'était pas sur les mêmes pneus, il était sur le même choix de gomme que Aleix Espargaro. Donc en fait de course, il a vraiment beaucoup eu de problèmes. Mais bon, Aleix Espargaro, lui, a réussi à dépasser avec ses pneus. Il a fait un très bon départ, ce qui n'était pas franchement le cas de Fabio. Même s'il avait gratté une place, il était dans le top 10, il était 10e. Puis ensuite, son rythme a complètement dégringolé. Il termine 13e. Mais surtout, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il est encore derrière Franco Morbidelli, qui termine lui 12e. Il est encore derrière. Ça fait la deuxième course de suite. Ça fait 3 fois qu'il se fait battre par Morbidelli cette année, en cette course. Donc ça fait 4-3 pour Fabio. On s'attendait pas forcément à une lutte aussi serrée entre les pilotes Yamaha. Pour nous, Fabio allait mettre une pilule, il allait balayer complètement Franco Morbidelli. On se rend compte finalement qu'au championnat, Franco, il est qu'à 7 points du pilote français et qu'il le devance quelques fois. Donc ouais, c'est compliqué. Je veux bien que la moto n'aille pas, mais là, en ce moment, Fabio, ça va pas du tout. Là, je veux bien comprendre que le choix de gomme n'était pas franchement très pertinent, et donc il a perdu beaucoup là-dessus. Je pense que les pneus ont fait quand même beaucoup de travail là-dedans, mais quand même, c'est vraiment très compliqué. Il se fait battre par Franco, c'est surtout ça que je lui reproche. Franco Morbidelli, il est au fond du trou depuis sa blessure en 2021, et Fabio, il arrive à faire encore pire que le pilote italien en course. Donc ouais, c'est très décevant et très démoralisant. Il y a juste aucune solution. Toute l'année, Fabio va être comme ça, hein. Il va subir. Il va subir toute la saison. C'est bien compliqué. C'est très compliqué. J'espère qu'il s'en remettra et qu'il puisse aller faire quelques trucs cette année. Mais plus le temps avance et moins j'ai d'ambition de victoire ou de podium. Pour Fabio Quartararo, j'y crois de moins en moins, malheureusement. Et on va terminer ce débrief par Marc Marquez, qui n'a pas participé au Grand Prix d'Allemagne et qui pourtant a beaucoup fait parler de lui. Et en plus, ça a commencé dès le vendredi après-midi où il va se rater au premier virage, il va chuter, il va complètement faucher Johann Zarco. C'était vraiment très dangereux. Donc voilà, ça crée une petite polémique. C'est un mauvais concours de circonstances, mais bon, quand même. Ce que j'ai surtout pas aimé, c'est qu'il a tout simplement rejeté la faute sur Johann Zarco. Alors que Johann, il sortait des stands, il n'y pouvait absolument rien. Le seul qui pouvait être en faute, c'était Marc Marquez, mais certainement pas Johann Zarco, donc ça, j'ai pas vraiment aimé. Et puis en plus, sur la séance d'après, ou je sais plus, avant, ou quelque chose comme ça, j'ai pas regardé les essais du vendredi, je pouvais pas. Mais il a fait un petit doigt à sa machine. Il était vraiment très frustré. Faut dire que la machine ne répondait pas du tout à ses attentes. Ça bougeait dans tous les sens. C'était un calvaire pour Marc Marquez. Il passe en Q1, il chute en Q1, il passe toutefois en Q2. En Q2, il chute 2 fois. Le dimanche, il participe au warm-up, il chute. Il est donc victime d'une petite fracture au doigt. Il a mal à la cheville apparemment également. Il était déclaré fit au début, il pouvait participer au Grand Prix de l'après-midi, mais il a décidé de se retirer. Est-ce que c'était à cause de ses blessures, surtout, ou plutôt mentalement? Parce qu'on a l'impression que là, sur ce Grand Prix d'Allemagne, sur ce week-end, Marc Marquez a pris énormément cher au mental. Ouais, ce week-end, c'était un week-end noir pour Marc Marquez. 5 chutes dans le week-end, sans compter la course, c'est terrible. En course sprint, il n'a rien pu faire, il a dégringolé, même s'il n'a pas chuté. Euh, il était nulle part. On ne sait pas encore à l'heure actuelle s'il va participer au Grand Prix des Pays-Bas. Vu ce qu'on nous dit, c'est des petites fractures. Il était déclaré fit, mais au final, il participait au Grand Prix. Donc c'est un peu flou là aussi, hein. À chaque fois que Marc Marquez a une blessure, on ne
sait jamais si c'est grave ou pas, on pense à chaque fois que c'est une petite blessure, et puis au final, il rate 2, 3, 4 Grands Prix à chaque fois, donc on ne sait pas s'il sera là pour le Grand Prix des Pays-Bas. Donc à voir un peu, mais là il a payé vraiment un week-end complètement noir qui se finit avec une blessure au final. Ouais, c'est un week-end, là je vais pas le noter dans les notes qui vont arriver juste après, mais si je devais le noter, c'était pas loin du zéro, hein, franchement. Il n'y a rien qui allait, rien. On continue donc ce débrief avec les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce Grand Prix. Faites pause si vous voulez voir un petit peu plus en détail toutes les notes et nous on passe au championnat. Le championnat des pilotes avec toujours Francesco Bagnaia en tête. Il n'a plus que 16 points d'avance sur son nouveau défunt Jorge Martin. Marco Bezzecchi est 3e. Johann Zarco remonte au 4e rang devant la KTM de Brad Binder. Luca Marini est 6e devant Jack Miller. On a donc aux 7 premières places seulement 5 Ducati et 2 KTM, rien d'autre. Ensuite, on retrouve Fabio Quartararo, 8e malgré tout. Aleix Espargaro et Maverick Viñales, les deux pilotes Aprilia, sont 9 et 10e au championnat. Au championnat des constructeurs, Ducati a maintenant 113 points d'avance sur KTM. C'est juste une avance énorme. Ils sont déjà champions de toute façon. Même depuis le début de la saison, ils sont champions. Aprilia est toujours 3e malgré ses performances un peu en dents de scie. Honda est 4e devant Yamaha, les motos japonaises ne voient plus le bout du tunnel. Et au championnat des équipes, l'équipe Ducati Pramac reste en tête avec une grosse avance maintenant. Ils ont 38 points d'avance sur le team Mouniver 46. On a 3 teams Ducati aux 3 premières places. C'est juste complètement fou. À noter que le team Honda Repsol n'a toujours pas marqué de points en course principale. Depuis le Grand Prix du Portugal, c'était la course inaugurale, tout le reste est en course sprint toujours. Ça fait 6 courses de suite qu'ils ne marquent plus aucun point. C'est fou. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix d'Allemagne de MotoGP. On se retrouvera dès la semaine prochaine pour le prochain débrief parce que ce week-end c'est encore week-end de course. En MotoGP, ce sera aux Pays-Bas sur le circuit d'Assen, circuit historique de la MotoGP. Nous, on se retrouve demain pour le débrief du Grand Prix du Canada de Formule 1. Et oui, on a un double programme le week-end dernier. Enfin, hier, on a eu un double programme, donc double dose de débrief. Puis ensuite, on se retrouvera normalement vendredi pour une autre vidéo. Je pense qu'on va parler un petit peu de Marc Marquez vendredi, si la vidéo arrive, si j'ai le temps de la faire. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.